bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire Monaco Digital. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau partenariat, comme son nom l'indique sur la présentation, avec Object First. On va vous présenter la solution Object First qui s'appelle Woodbee, qui va permettre de sécuriser vos sauvegardes. Et pour ça, je suis accompagné aujourd'hui par même 3 personnes. Il y a eu un invité en plus, Kira, Jean-Victor et Nikou. Je vais laisser se présenter. Donc, je pense que je peux commencer. Bonjour, je m'appelle Kira, je suis ingénieure avant-vente chez Object First. Je suis avec la société depuis le mois de mars. Avant cela, j'ai passé 6 ans chez Libre où j'ai fait du support technique et des avant-ventes également. Donc, maintenant, j'ai décidé de changer un petit peu du software vers l'hardware, mais quand même rester dans le domaine de backup et utiliser quand même mes connaissances GIM. Voilà. Merci beaucoup, Kira. Je vais prendre le relais. Donc, Jean-Victor Pradon. Moi, je suis Channel Account Manager chez Object First. Donc, j'ai l'immense chance de gérer la relation, le partenariat qu'on a entre Monaco Digital et Object First. Voilà. Et avant ça, j'ai travaillé 6 ans chez Dell. Donc voilà. C'est un mute, Nico. Merci. Bonjour à tous, mon nom est Nikou, je suis responsable de la relation avec les clients chez Object First. Je suis chez Object First depuis le mois de février. Avant, j'ai passé 4 ans en tant que responsable sédentaire du programme BCSP chez Vim Software. Parfait. Je vais te laisser passer la slide. Kira, tu peux passer à la slide. Je me suis même pas présenté pour ceux qui me connaissent pas, effectivement. Je suis Philippe Dupuis, du coup, team leader sécurité chez Monaco Digital. Donc, je m'occupe de tous les produits de sécurité au sein du CS, intégration des technologies. Donc, ils vont toucher de la partie sauvegarde, de gouvernance, EDR, ce genre de choses. Donc, on va poursuivre avec une brief présentation de Monaco Digital Group pour ceux qui ne connaisseraient pas. Je te laisse passer la slide. Ça, c'est le sommaire. Le petit sommaire, effectivement. Autant pour moi, j'avais oublié. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de vous présenter le partenariat Monaco Digital Object First, vous faire une présentation donc, de la solution Woodbee, qui est donc avec le petit détail qui est Object First, qu'est-ce que Woodbee, le principe du Zero Trust, les avantages techniques de la solution, et on terminera avec différentes démonstrations techniques en live. Donc Monaco Digital, qui on est une entreprise monégasque qui a été fondée il y a maintenant de ça 15 ans au sein de Monaco. On accompagne les acteurs économiques, publics, privés dans leur transition numérique digitale. On compte aujourd'hui environ 330 collaborateurs. On touche à l'ensemble des domaines d'activité. Donc, on va avoir des experts sur la partie cybersécurité, de l'ingénierie, du développement et de l'accompagnement vraiment au global. Donc, Monaco Digital Group, aujourd'hui, on représente différentes entités. Donc on est aussi basé sur la France avec l'entité Avant-Garde Consulting qui accompagne des entreprises de type PME, ETI, avec un axe notamment sur l'accompagnement sur la cybersécurité. On a l'entité du coup aussi Pure Player Cyber, Monaco Cybersécurité. Donc là, on est vraiment sur de la protection de la donnée, de l'intégrité, les données informatiques, et Monaco Digital, qui l'entité mère, j'ai envie de te dire, avec, on va pouvoir passer sur le slide suivant. Ça, c'est les différentes présences en France. Donc, comme je l'ai dit, on est sur Paris, Lyon, Sofia et Aix-en-Provence, si besoin. Et donc, Monaco Digital, on intervient sur le slide suivant sur les différentes activités suivantes. Donc, de la cybersécurité, de l'ingénierie logicielle, donc ça, c'est toute la partie développement, l'intégration des technologies, services auxquels je fais partie, où je suis rattaché,
Donc, où on retrouve toute la partie infrastructure, réseau, système, sécurité, du support à infogérance et tout un plateau de conseils de transformation digitale. Donc, on couvre vraiment l'ensemble des briques aujourd'hui pour vous accompagner dans votre transition. Voilà un petit peu pour vous expliquer qui était Monaco Digital. Et maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je vais laisser la Merci main Philippe. à Jean-Victor. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde m'entend bien? Parfait. Oui, super. Donc, merci Philippe. Avant de rentrer effectivement dans le vif du sujet, je voudrais aussi remercier Monaco Digital pour déjà la confiance que vous avez accordée. Vous êtes, je pense, le premier partenaire à avoir commencé à signer Object First et à nous avoir ajouté dans votre portfolio. Donc, merci infiniment pour ça. Et je vais démarrer avec cette slide qui va vous raconter rapidement qui est Object First, puisqu'on est une société qui est relativement nouvelle. Donc, l'idée, c'est avant de rentrer véritablement dans qu'est-ce qu'on propose, plutôt vous expliquer d'où on vient et pourquoi l'idée de créer Object First est arrivée. Cette idée, elle est simple, elle est partie de trois constats, qui sont trois constats marchés, que je pense que vous pouvez constater dans la plupart de vos SI. La première, c'est la notion de sécurité. Voilà, on sait tous que depuis le Covid, notamment, les ransomware, les attaques ont littéralement explosé. On parle plus de si, on parle plutôt de quand est-ce qu'on va se faire attaquer. Si on regarde un peu plus les ransomware de façon détaillée, on se rend compte que la cible principale, c'est le stockage de sauvegarde, clairement. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, on doit se sécuriser à ce niveau-là. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est la complexité. Voilà, les infrastructures sont de plus en plus complexes parce que de plus en plus complètes. On peut citer l'exemple de Vim. Voilà, Vim était une solution de sauvegarde assez simple. Il y avait Vim Backup et Réplication et on va dire ça se limitait à ça. Vim a grandi puisqu'ils ont fêté leur 18e année, je crois, cette année. Aujourd'hui, c'est une solution extrêmement complète. On voit notamment des intégrations avec Splunk, avec Palo Alto, avec Sophos, etc., etc. Donc, ramener de la facilité, de la simplicité au niveau du stockage de sauvegarde, ça ne peut que aider les SI, les DSI de demain. Et le dernier point, c'est la notion de puissance, puisque, OK, on a tous en tête la nécessité d'avoir un environnement de sauvegarde. Ça, je pense qu'on n'a plus besoin de vous convaincre là-dessus. Par contre, quand on regarde les sauvegardes, on se rend compte que dans majorité des cas, la puissance, et quand on parle de puissance de sauvegarde, on parle plutôt de puissance au niveau de la restauration. C'est là où le bas blesse très souvent, puisque voilà, il faut un certain délai pour restaurer. Donc c'est pour ça que avoir des solutions qui vous permettent de répondre à cette exigence de puissance, c'est aussi très important. Donc fort de ces trois constats-là, on a nos deux fondateurs. Kira, tu peux passer à la slide d'après. Donc, nos deux fondateurs, qui sont Ratmir Timachev et Andrei Baronov, ont décidé, il y a maintenant 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, de créer Object First. Mais ces deux mêmes personnes se sont fait connaître en 2006 parce qu'ils ont eu une autre idée en 2006, donc il y a pas loin de 20 ans, plutôt 18 ans, de créer tout simplement une société pour venir sauvegarder les environnements virtualisés qui commençaient à se standardiser à l'époque, puisque VMware commençait à faire pas mal de bruit. Ils se sont dit, tiens, on va créer une société qui va sauvegarder les environnements virtualisés. Cette société s'appelle Vim. Et ils ont décidé en 2019 donc, de vendre Vim et suite à ça, de créer une nouvelle société, donc Object First. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc Ratmir continue à être membre du board chez Vim et Andrei continue de travailler à la R&D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que notre solution, qui se positionne comme le meilleur stockage pour Vim, et c'est pour ça que je vais revenir sur cette notion juste après, s'imbrique parfaitement et est dédiée à 100% aux environnements Vim. Donc l'ambition, elle est simple, elle est tout simplement de proposer, fort des constats que j'ai présentés juste avant, de proposer une solution qui est ultra sécurisé, complètement imperméable au ransomware, et pour ça, avec une immuabilité intégrée,
permettre au client de répondre au principe Zero Trust, qui est le principe de bonne conduite pour venir sécuriser au mieux CSI. Et tout ça dédié à 100% au leader du marché du backup, qui est Veeam. Donc voilà la promesse, voilà les ambitions. Si on regarde maintenant l'offre, ou du moins le produit, Kira, je te laisse passer la slide. Donc la société s'appelle Object First, mais le produit s'appelle Udby. Udby, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire Out of the Box Immutability. Donc clairement, si on traduit littéralement en bon français, je sors de la boîte et je suis immuable nativement. Ça aussi, c'est une particularité, c'est-à-dire que comme la sécurité est clairement notre argument numéro un, puisqu'on se positionne plutôt comme une société de sécurité plutôt qu'une société de stockage, on veut clairement proposer le produit le plus sécurisé possible, et pour ça, il faut une immuabilité native, c'est-à-dire que dès lors que vous allez recevoir notre appliance, elle sera préconfigurée de telle façon à ce qu'elle soit ultra sécurisée. Et comment? Bon, il y a une immuabilité intégrée, je viens de le dire, mais tout est caché à l'utilisateur. Il n'a pas d'accès au compte-route, un super user n'existe pas chez nous. Vous ne pouvez pas avoir la visibilité de l'OS, vous n'avez pas accès au RAID, etc., etc. Kira reviendra de façon plus détaillée sur cette partie-là juste après. Mais voilà, ayez ça en tête que dès lors que je sors de la boîte, déjà, le client ou vous êtes directement sécurisé. Le deuxième gros avantage de notre solution, c'est, on va dire, un lien direct, c'est aussi la simplicité, puisque comme tout est préconfiguré directement par nous en usine, et que vous avez la main sur peu de choses, ben, ça rend la solution ultra simple. Voilà. Ça se déploie en 15 minutes. Philippe est ici un témoin du déploiement puisqu'il a lui-même déployé la solution. Je pense qu'il en reviendra dessus juste après. Mais en 15 minutes en moyenne, on peut déployer la solution puisque finalement, il suffit de la sortir du carton, la raquer, la câbler, configurer très rapidement, et ça, Kira va venir vous le présenter juste après, configurer très rapidement vos adresses IP, mots de passe, etc. Et en 15 minutes, on peut déjà lancer ses premières sauvegardes. Donc c'est très, 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 très simple. Le dernier point et le dernier pilier, c'est la puissance. Voilà. On est dédié à 100% à Veeam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 100% des fonctionnalités, on vient tirer, on va dire, maximum de 100% des fonctionnalités de Veeam. On s'appuie notamment sur le SOS API, qui est un API pour sauvegarder sur du stockage objet, puisque c'est ce que nous proposons exclusivement, qui est l'API de Veeam. On est le seul constructeur aujourd'hui à tirer pleinement parti de cette API, et Kira va revenir dessus juste après. Et en termes de performance, si on doit parler de façon de performance chiffrée, bon, vous le voyez, on peut ingérer jusqu'à 4 gigaoctets par seconde au niveau de la sauvegarde. Donc c'est 4 gigas pour un cluster de 4 nœuds, donc ce qui veut dire 1 giga par nœud. Et en termes d'instant VM recovery, on peut monter, c'est la même logique, si on multiplie par 4 pour un cluster de 4 nœuds, on peut monter jusqu'à 80 VM restaurés en même temps. Donc voilà, donc on vient clairement tirer pleinement de partie de la capacité de restauration de Veeam. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Je vais maintenant passer la main à Kira qui va rentrer un peu plus en détail sur les avantages techniques. Et je vous remercie et à dispo pour toutes vos questions. Merci beaucoup, Jean-Victor. Merci Jean-Vic. Donc, je reprends la main. Donc, notre solution qui s'appelle Udby, qui est un acronyme pour Out of the Box Immutability, c'est la solution de sécurité et stockage qui est disponible qu'en mode physique. Donc, nous n'offrions pas de mode VM, soit nous n'offrions pas de mode software. Donc, c'est déjà une solution prépackagée. L'OS, il est déjà installé. Le logiciel, il est déjà installé. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est juste configurer la partie réseau, le mettre dans Veeam et à commencer de lancer le sauvegarde. Donc, c'est pour cela qu'on est disponible qu'en mode physique. Donc, notre partenaire qui nous fournissent le matériel actuellement, c'est du Supermicro.
On aura aussi les changements l'année prochaine, mais actuellement, donc la plateforme qui est utilisée, c'est le Supermicro. Le support, elle est aussi fourni par le support Supermicro, mais quand même au travers notre support. Donc, tous les remplacements des pièces du matériel sont fournis donc, via le Supermicro et nous. Et les dates, ça dépend où vous êtes, mais normalement, en France, je pense que c'est partout Next Business Day. Donc, ensuite, pour la partie OS, on utilise Linux Ubuntu en mode full server. C'est stocké sur 2 disques SSD, comme les bonnes pratiques qu'elle nous demandent. Pour la partie OS, c'est sur des SSD en mode RAID 1. Donc, on peut tolérer un échec dans le disque. Pour la partie data, on utilise 10 disques en mode RAID 6. Il est en 11e en mode de rechange. Donc, ça veut dire qu'on peut perdre jusqu'à 2 disques à la fois parmi ces 10 disques-là. Et il est en 11e, donc environ jusqu'à 3 disques à la fois. Pour le cache, nous avons aussi un disque NVMe qui est complètement exposé à Vim. Donc, ça veut dire que Vim n'a pas besoin d'attendre dès que nos transactions sont terminées. Donc, nous avons une intégration assez native avec lui. Pour le réseau, nous avons 2 cartes réseau de 10 Go et 4 ports. Il y a une paire de BaseT et la paire de SFP+. Donc, en gros, ça veut dire qu'on peut soit utiliser la connexion Ethernet, donc passer par le réseau, soit du SFP+, avec la fibre. Et on ne peut pas mélanger les types de ports, donc on peut choisir soit une paire de l'un ou de l'autre. Donc les principes de retrace, c'est quelque chose qu'on attend souvent, donc sur les événements BIM, sur les webinaires BIM, sur les autres aussi, bien sûr, qui n'est pas lié qu'à BIM. Et pour nous aussi, c'est très important. Ce sont les principes sur lesquels notre produit il a été basé pendant le développement. Donc, quels principes est-ce qu'on suit? Donc, déjà, on présume toujours qu'il y a une intrusion possible. Donc, ça veut dire que dans le cas, si serveur Vim est complètement compromis, si notre appliance est aussi complètement compromis avec toutes les credentials qui sont fournies, donc ça veut dire tous les clés, tous les utilisateurs qui peuvent accéder sur l'appliance, dans tous les cas, notre appliance sera toujours immuable parce que donc, immobilité, c'est fourni au niveau de fichier et le durcissement, il est aussi fourni au niveau de l'infrastructure. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas accès à la partie OS. On ne peut pas activer des protocoles supplémentaires en tant que SLB, CIFS, NFS, ASCII ou les autres. Donc, les protocoles que nous avons, c'est du US3 pour le transfert de données, HTTPS pour la console web, et il y a aussi un SSH qui est désactivé par défaut. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on encourage d'utiliser et normalement, pas besoin d'utiliser SSH. Donc, on n'installe pas des composants BIM sur notre appliance ou on ne peut pas installer un autre logiciel sur notre appliance. Donc, il n'y a pas vraiment de raison d'activer cet accès SSH. Donc, on prend aussi en charge MFA. Donc, c'est aussi très simple à configurer. MFA, il est fonctionnel pour la partie web de notre console. Ça fonctionne sur Internet. Il faut juste scanner un code QR et le mettre dans l'application de votre choix et ensuite saisir le code quand vous vous connectez. Donc, le troisième principe qu'on utilise, c'est le principe du moindre privilège. Donc, je reviens sur les credentials qui sont fournis aux clients ou aux partenaires aussi. Donc ici, nous n'avons pas d'un super utilisateur ou un autre utilisateur qui peut changer le RAID ou faire du reset du node ou juste trouver un autre moyen pour supprimer les données qui devraient être immuables. Donc déjà, vous êtes fourni qu'avec des credentials qui sont nécessaires pour configurer la partie réseau, lancer le sauvegarde, lancer la restauration et c'est tout. Donc le route, bien sûr, il est existant parce qu'on est basé sur du Linux. Mais comme aussi, donc notre OS il est utilisé en mode lockdown, donc déjà ce mode-là, il limite les opérations qui peuvent être lancées par ce compte route. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et dans tous les cas, le compte route n'est pas partagé avec nous, il est disponible que via notre support. Et normalement, les clients n'ont pas vraiment besoin d'y accéder non plus. Il y a 2 cas dans lesquels vous pouvez demander accès à compte route. Donc, c'est pour faire du reset de mot de passe, dans le cas si vous avez oublié le mot de passe d'utilisateur qui se connecte sur la console web, soit sur l'appliance.
Et le deuxième, c'est pour faire du reset du node. Donc déjà, pour accéder à ce compte route, là, il faut créer un ticket de support. Ensuite, toutes les demandes de compte route au niveau de notre support, ils doivent être escaladées. Ensuite, transférés vers l'équipe avant-vente, à vérifier lequel est ceux à travailler avec ce client. Donc, par exemple, dans le cas si c'est moi, et ensuite, je dois faire une vérification MFA humaine à contacter une autre personne de cette société à vérifier que cette personne-là, son compte n'a pas été compromis, qu'il est toujours avec la société et que ses collègues sont au courant qu'il veut faire un reset usine. Il y a aussi une autre étape qui a été rajoutée il n'y a pas très longtemps. Donc, il faut aussi faire comme les applications bancaires elles le font. Donc, il faut aussi se connecter vidéo en call vidéo et montrer le visage avec une pièce d'identité à côté. Donc, on prend la protection de compte route très au sérieux et aussi donc, le principe du moindre privilège. Donc, bien sûr, qu'on vous fournisse les sauvegardes immuables. Donc, qu'est-ce que c'est les sauvegardes immuables? Donc, l'immuabilité, ça veut dire que les fichiers sont disponibles en mode lecture seul pour une période de temps spécifiée. En gros, il y a deux modes. Il y a governance et le mode compliance. Donc, la différence entre les deux, qu'en mode governance, on peut gouverner quand même cette partie-là. Donc, ça veut dire qu'il est un utilisateur super admin, on peut l'appeler. Le rôle s'appelle Security Officer normalement. Donc, cet administrateur-là, il peut faire des changements pour la partie immobilité. En mode compliance, personne ne pourra le faire. Donc, c'est pour ça que nous, on fournit que la mode compliance. Donc, pour compliance, il n'y a que deux moyens de supprimer les données. Donc, le premier, c'est d'attendre dès que la rétention d'immobilité a expiré. Ensuite, les fichiers seront supprimables. Le deuxième, c'est de faire reset usine, mais je reviens sur le point de principe de moindre privilège. Donc, ce n'est pas un processus qui est tout à fait simple. Voilà, donc deux modes. Initialement, Vim a pris en charge que de la mode compliance. La mode gouvernance, je pense que c'était rajouté en version, excusez-moi, V12 de Vim. Et c'était demandé plutôt par des fournisseurs des services qui proposent du stockage du client via Cloud Connect, par exemple, donc stockage as a service. Et parfois, donc si les tenants ils voulaient partir plus tôt, ils voulaient s'assurer qu'ils ne vont pas garder ces sauvegardes pour 7 ans, 5 ans, 10 ans, ils voulaient quand même les supprimer en avance. Donc c'est pour cela que cette fonctionnalité elle était rajoutée, mais initialement, Vim a pris en charge que le mode compliance. Donc, un autre principe qu'on suit, c'est la séparation du logiciel de sauvegarde et du stockage de sauvegarde. Donc, c'est aussi un des principes de Zero Trust. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Et l'approche d'utiliser un seul serveur ou une seule appliance qui aura le rôle du serveur de backup, stockage de backup et tout ce qui est tous les composants backup. Donc, ce n'est pas une bonne pratique parce que donc très souvent, quand il y a des attaques ransomware, le premier composant qui est cherché, c'est l'infra du backup. Donc, le premier composant qui est cherché, c'est le serveur de sauvegarde, soit Vim, soit un autre. Normalement, il le trouve. Et s'il y a aussi les sauvegardes sur le même serveur, donc ça veut dire qu'ils peuvent aussi trouver, même si les sauvegardes sont immuables, ils peuvent trouver un moyen pour les rendre non immuables, donc en remontant le volume, en reconfigurant un rate, donc trouver de moyens, donc c'est faisable. Donc c'est pour ça qu'il faut rajouter aussi cette séparation, donc même dans le cas si le serveur de sauvegarde est compromis, les sauvegardes elles-mêmes, les fichiers, on veut les séparer pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres composants qui sont installés sur ce serveur ou appliance qui pourrait donner ce backdoor pour faire des changements. Aussi, donc le troisième principe, c'est la règle 3 de 1. Donc la règle actuellement, elle a un peu changé. Donc maintenant, c'est la règle 3 de 1 en 0. Mais qu'est-ce qui est important ici pour nous et comment stockage, comment est-ce qu'on peut soutenir les clients partenaires Vim, c'est plutôt sur 2. Donc 3, c'est 3 copies de données. La première, c'est la prod. Ensuite, donc c'est backup et backup copy. Ça, c'est le minimum, bien sûr. On peut faire plus que ça. On peut avoir des réplicas. On peut avoir des réplicas en continu, par exemple, pour quelques VM. Ce que j'ai vu aussi, j'ai vu qu'il avait des réplicas. Ensuite, il avait des backups de réplicas. Ensuite, des backups copies de réplicas.
Je pensais que c'était un peu trop, mais pourquoi pas si les clients disposent du stockage de matériel pour faire plusieurs copies et même des backups de copies des réplicas, donc c'est faisable. Donc ça, c'est le minimum. Et le deuxième, ici, donc il faut stocker les données sur 2 médias différents. Donc comment est-ce qu'on peut aider là-dessus? Donc on ne se positionne pas en tant que le seul stockage qui peut être utilisé par les clients BIM. Donc nous déjà, nous avons un positionnement assez clair. Donc on est plutôt en stockage pour de sauvegarde primaire. Donc on n'est pas vraiment conçu pour être en stockage d'archivage où vous stockez vos données de 5 ans, 3 ans, 7 ans ou plus que ça. Donc on est plutôt en stockage pour des sauvegardes qu'il vous faut toucher régulièrement, soit faire des tests, soit pour faire des vraies restaurations. Donc, je dirais environ jusqu'à 6 mois à peu près de sauvegarde. Et il faut quand même donc utiliser un autre média, donc soit passer par des solutions de cloud, soit passer pour des bandes ou juste d'autres types de stockage, parce que donc c'est toujours une bonne idée de différencier et d'utiliser des technologies différentes, parce que donc dès que la technologie devient assez courante, les hackers ils trouvent des moyens de rendre les fichiers plus immuables. Pour nous, actuellement, c'est quand même pas possible, mais on ne sait jamais, donc c'est toujours bien d'utiliser des technologies différentes. Et donc, ça veut dire qu'il faut bien sûr avoir une copie hors site. Donc, ici, comment est-ce qu'on peut aider? Donc, on peut aider dans le cas si un fournisseur de stockage cloud utilise nos appliances. Donc, ça, c'est le cas pour quelques fournisseurs de stockage de BIM. Et aussi, bien sûr, si pour les clients, ils ont plusieurs sites. Donc, on peut installer nos appliances soit sur le premier, soit sur le deuxième site, soit sur les deux. Donc, ça, c'est notre architecture. Donc, la prod, logiciel de sauvegarde et notre stockage. Donc, déjà, il faut séparer la production et le logiciel de sauvegarde, côté logique, côté réseau, côté domaine. Aussi, donc, bien sûr, ne pas installer d'un composant BIM sur des VM de prod. Et pour nous, donc, on va aussi séparer le logiciel et le stockage. Donc, on ne peut pas lancer des composants BIM sur notre appliance. Ça veut dire que aussi, pas besoin de le mettre à jour de temps en temps quand BIM est là des mises à jour. Donc, pas besoin d'accès SSH ou d'autres accès pour installer ces composants-là parce que nous ne l'avons pas. Donc, le transfert de données, c'est effectué par les requêtes S3, donc comme le stockage objet le font. Et donc, nous n'offrions aucun accès au compte route et pour la partie OS. Donc, on se positionne plutôt en tant que stockage primaire et donc pour les secondaires, prestataire service, cloud public, deuxième data center avec une autre appliance ou autre solution, bien sûr ici. Donc, pourquoi stockage objet? Donc, en gros, sur le marché, il y a trois types de stockage basés sur disque. Donc, il y a un bloc, tous les connaissent, il est fichier, je pense que tous les connaissent ici. Il y a un assez nouveau type de stockage objet. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise du objet? Pourquoi on n'a pas créé notre appliance en mode bloc ou en mode fichier? Donc, en mode bloc, c'est plutôt stockage, donc c'est un serveur. Donc, les données sont au niveau de stockage sont séparées par les blocs et chaque bloc, il n'a pas de metadata sur lequel on a pu faire du versioning, par exemple. Donc, ça, c'est comment le versioning ou immutabilité fonctionne sur des stockages objets. Donc, il y a des versions des fichiers parce que, excuse-moi, pas de fichiers, objets, il n'y a pas de fichiers sur des stockages objets, des objets. Donc, chaque objet il a son propre metadata et ensuite, donc, on peut rajouter des données sur ces metadata ou autres attributs. Donc, en gros, si on compare ces trois types de stockage objet, c'est déjà le plus lent. Donc, c'est pas vraiment idéal pour la prod, donc bloc, c'est idéal. Fichier, c'est bien quand plusieurs personnes ont besoin d'accéder le même fichier en même temps. Ça, c'est quelque chose pour un stockage fichier. Donc, pour stockage bloc, le point fort, c'est cette partie versioning qui nous fournit immutabilité. Donc, c'est le seul type de stockage qui a immutabilité qui est devenu assez standard. Donc, initialement, le protocole S3, il était créé, développé par AWS il y a un bon moment déjà.
Mais maintenant, S3, ce n'est pas vraiment un protocole, ce n'est plus vraiment un protocole propriétaire, mais c'est vraiment un standard qui est utilisé parmi plusieurs euh, fournisseurs de stockage. Donc, c'est nous, des grands noms, Dell, HPE et les autres, ils l'utilisent aussi. Donc, c'est du S3. De ma connaissance, il y a deux types de stockage objet qu'ils n'utilisent pas, c'est Azure et Google. Donc, ils ont son propre protocole. Donc, voilà. On pense que stockage objet, c'est quand même le futur pour des stockages de sauvegarde. On pense que ça répond parfaitement aux demandes pour des stockages de sauvegarde, donc il a des mobilités. C'est aussi très simple à scaler, les stockages d'objets. Donc, ça prend un peu plus de temps et d'expertise quand même pour scaler un stockage bloc fichier. Pour un stockage objet, c'est assez simple parce qu'il y a un namespace qui est partagé parmi les nœuds. Donc, normalement, ce sont des solutions clusterisées. Donc, rajouter le nœud et le bucket au moment dans la console Vim, il devient plus large automatiquement. Il n'y a pas aussi des systèmes de fichiers traditionnels sur des stockages objets, donc pas besoin de le mettre à jour de temps en temps. Et déjà, donc c'est quand même une plateforme qui était déjà testée plusieurs fois, pour un bon moment. Donc on peut être sûr que S3 avec Immutability, donc c'est une plateforme fiable. Et donc aussi sur les 3-2-1, je pense que j'ai oublié de rajouter, comment est-ce qu'on peut aider là-dessus? C'est que donc on n'offre pas des copies supplémentaires, soit parmi nos nœuds ou les clusters. Donc la réplication entre les clusters ou nos appliances n'est pas quelque chose qu'on prend en charge non plus. Donc cette partie-là, elle doit être gérée par Vim. Donc Vim, déjà, il n'y a pas beaucoup de plateformes sur des stockages d'objets pour lesquels Vim il prend en charge ce type de réplication au cause de versioning. Donc versioning, elle n'est pas toujours répliquée, les versions. Euh, voilà. Et on n'utilise pas non plus du REG coding. Donc parmi le cluster, parmi les nœuds, excuse-moi, dans un cluster. Donc déjà, on encourage plutôt d'avoir une deuxième copie sur un autre média ou ailleurs. Donc les trois axes qu'on court, donc c'est sécurité, simplicité et la performance. Donc qu'est-ce qu'on propose côté sécurité? Donc déjà, on utilise la partie OS Linux durci sans accès contre route et sans accès à l'OS et le backend. Donc, c'est sécurisé par défaut parce qu'on utilise fonctionnalité Object Lock S3 en mode conformité, compliance, et on prend en charge du MFA pour se loguer sur les consoles web. Aussi, donc chiffrement BIM est pris en charge, donc vous pouvez l'utiliser côté BIM parce qu'on n'offre pas de la dedupe. Donc, le dupe, c'est aussi une question qui est posée de temps en temps. Qu'est-ce qu'on propose en termes de la dedupe? Donc, on utilise la compression de BIM. Et pour la dedupe, il y a de la dedupe pour les fichiers GFS, donc en mode synthétique. On utilise le même principe qui est utilisé pour des stockages REFS, XFS. Donc, c'est ce point-là, c'est du fast clone. Donc, les blocs qui ont été déjà écrits ils ne sont pas réécrits pour des fichiers full synthétiques. Et donc, ça, c'est la capture d'écran de création dans Bucket. Donc, côté nous, il faut juste s'assurer que cette option, elle n'a pas été décochée. Donc, par défaut, c'est coché. Et c'est tout. Ensuite, vous pouvez rajouter ce Bucket à console. Donc, simplicité, c'est très aussi donc simple à configurer. Ça prend environ 15 minutes. J'ai eu un retour d'un autre client. Celui a pris 5 minutes. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à configurer. Il n'y a qu'un seul port à ouvrir. Donc, si c'est le même réseau, parfois, pas besoin de l'ouvrir non plus. Donc, pas besoin de faire de cette petite manipulation à ouvrir le port, de créer de policy, de faire des choses supplémentaires. Donc, c'est déjà fonctionnel vraiment out of the box. Donc, dès que solution est sortie de la boîte, elle est rackée, elle est câblée. Ensuite, vous pouvez l'accéder soit via le protocole EPIMI, soit physiquement. Donc, il a un port pour se connecter avec un écran et le clavier. Le bonne pratique, c'est bien sûr d'utiliser plutôt un accès physique. Si ce n'est pas faisable, donc EPIMI il est disponible. Ensuite, il faut le soit désactiver, soit s'assurer que accès Internet, il n'a pas été donné. Même si vous l'avez configuré contre les bonnes pratiques,
ce n'est pas possible de supprimer les fichiers à partir de notre appliance ou changer la période d'immobilier. Donc, pourquoi est-ce que j'en suis sûre? Parce que donc, on fait des tests euh, avec un cabinet externe qui s'appelle ACC Group. C'est une société qui est assez connue, donc on fait des tests réguliers avec cette société et ensuite donc, il nous fournit un report où c'est noté que il confirme aux clients et aux partenaires que notre solution elle est sécurisée. Donc ce n'est pas que nous qui peut le dire. Donc le test a pris 104 jours. On a partagé le code source et on a partagé notre appliance aussi. Donc, ils ont trouvé des vulnérabilités qui ont ensuite été corrigées. Donc, il y a une qui reste, qui avait le score de low risk. Donc, le seul qui est resté, c'est que nous n'avons pas du MFA sur du SSH. Donc, pourquoi est-ce que c'est considéré en tant que low risk? Donc, déjà, le SSH, il est désactivé par défaut. Donc, il faut le réactiver pour pouvoir l'utiliser. Et le deuxième, c'est que même si le SSH il est quand même activé, le compte-route il n'est pas présent, donc il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Euh, donc, on prend en charge la taille des blocs par défaut de Vim, donc c'est 1 méga. Et on peut équilibrer les sauvegardes existantes quand on scale nos appliances dans le cluster. Donc, c'est aussi quelque chose que je pourrais montrer. Donc, le troisième point, c'est la puissance ou la performance. Donc, les chiffres qu'on propose donc pour écriture, c'est jusqu'à 1 gigaoctet par seconde. Une chose à noter, donc ici, on montre nos chiffres en octets. Donc, pour les comparer avec les liens, il faut multiplier par 8. Pour la restauration, c'est 500 mégaoctets par nœud par seconde. Jusqu'à 20 instant recovery VM, 20 instant VM recovery par nœud. Donc, ce point-là, il est aussi très important pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer quand je dis qu'on prend en charge jusqu'à 20 instant recovery VM par nœud? Ça veut dire qu'on peut lancer les tests Sure Backup de Vim en continu. Donc, Sure Backup, c'est fonctionnalité de tester les sauvegardes automatiquement. Et aussi, ça veut dire qu'en cas de sinistre, donc vous pouvez monter dans environ 5-10 minutes 20 VM à partir d'un nœud de notre solution. Et bien sûr, donc, quand on scale, si on part plutôt de cluster de 4 nœuds, ça sera 80 VM en mode instant recovery VM par nœud. Et j'ai aussi, donc il a une version 12.3 de Vim qui est sortie il y a quelques jours. Il y avait aussi des améliorations côté, euh, côté instant recovery. Donc peut-être que ce chiffre-là, on peut le aussi changer. Améliorer. Donc, voilà, instant recovery VM par nœud. Pas de boulot d'entrèglement dans la base de données de métadonnées. Donc, on n'utilise pas des bases. Donc, il y a une petite base de données qu'on utilise, mais nous n'avons pas des bases de données côté bucket qui peuvent nous limiter en nombre d'objets par bucket. Et comme on n'utilise pas aussi des fonctionnalités de stockage en tant que réplication entre clusters, soit RG coding, nous n'avons pas vraiment des bases de données qui stockent ce type de données. Donc, presque tout ce qui est lié aux métadonnées, c'est stocké. Donc, c'est écrit dans mes fichiers de métadata. Et donc, le dernier point, on parle de restriction du trafic réseau. Donc, ici, on parle du load balancing. Donc, on peut faire du load balancing côté nœud, comme nous avons 2 cartes réseau, et on peut faire aussi du load balancing côté cluster. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je pourrais montrer. Donc comment est-ce que ça marche? Donc, ici, par exemple, nous avons un exemple avec un nœud qui est utilisé par 2 produits de Vim, donc Vim Backup et Réplication, et le deuxième, Vim Backup pour Microsoft 365. Donc, ce sont les 2 produits qui sont pris en charge pour notre appliance. Donc, ce sont les 2 produits qui peuvent se sauvegarder sur des stockages objets. Et bien sûr, quand je parle de Vim Backup Réplication, ici, je parle plutôt de la plateforme qui sauvegarde aussi des fichiers serveurs, excuse-moi, physiques, Windows, Linux, et l'autre aussi. Aussi, donc, les infra virtuels, VMware, Hyper-V, Proxmox, AHV, Red Hat, donc, toutes les hyperviseurs qui sont pris en charge par Vim. Bien sûr, on peut aussi partager un seul nœud pour les 2 produits. Donc, on crée des buckets différentes et on le met un sur Microsoft 365 et l'autre sur Vim Backup Réplication.
On peut aussi se connecter aux plusieurs Vim Backup applications, donc ça c'est aussi pas de souci. Donc déjà séparer, donc créer des buckets, buckets séparés et de le mettre des buckets différents sur les plusieurs consoles Vim, donc ça aucun souci. Et donc le workflow, donc le flux, il est un peu quand même différent quand on parle des différents produits Vim. Donc pour Microsoft 365, donc c'est assez clair. Je pense que ce sera un peu plus clair quand je rajouterai un nouveau nœud, deuxième nœud. Donc la communication se passe par le gestion donc, du cluster. Ensuite, sur le cluster, il décide où mettre les données. Donc ça, c'est le fonctionnement pour Microsoft 365 de Vim. Pour Vim Backup et réplication pour tous les hyperviseurs que je viens de mentionner, donc c'est VMware Hyper-V, et à partir de la version 12.3 AHV, Proxmox et les autres hyperviseurs, donc le flux sera celui-là. Donc, on voit qu'il y a déjà deux moyens de contacter nos appliances. Donc, il y aura un flux pour la gestion. Donc, il n'y a pas de transfert de données sur ce réseau-là. Et il y aura un transfert de données qui passera directement de proxy, soit un serveur passerelle gateway, c'est optionnel, sur des nœuds directement. Donc, Vim, il peut voir chaque adresse IP de chaque carte par nœud, donc il en a deux, et il va faire du load balancing mode de rendre Vim. La même chose si nous avons plutôt un cluster. Donc, on va aussi maintenant balancer au niveau du cluster. Et quand on scale, donc bien sûr, pas besoin de créer de buckets supplémentaires, donc on peut créer un seul bucket sur la taille maximale que nous avons actuellement dans le cluster, c'est environ 750 Tera. Donc, on peut voir un seul bucket. Donc, ça fonctionne en tant que namespace. Donc, côté Vim, il n'y a rien à faire. Et quand on rajoute un nouveau nœud, nous n'avons aussi pas besoin de planifier une fenêtre pour rebalancer les sauvegardes. Par exemple, si le premier nœud il est 90% plein, et si on rajoute le deuxième, pas besoin de déplacer les sauvegardes de la main. Ce sera pas vraiment possible sur le stockage immuable dans tous les cas. Donc, on va les rebalancer automatiquement en utilisant la techno de Vim et de nous. Donc, la techno qui nous permet de faire tout cela, c'est un nouveau add-on pour un API qui est utilisé pour S3. Donc, c'est quand même un API S3 et qui maintenant s'appelle SOS API. C'est une nouvelle fonctionnalité de Vim. Donc, SOS, c'est un acronyme pour Smart Object Storage API. Et il fonctionne. Donc, ça, c'est la fonctionnalité qu'il apporte. Il a aussi une autre fonctionnalité qui est apportée, donc c'est la visibilité de la capacité de stockage. Donc, par défaut, sur des stockages objets, quand on rajoute le bucket, on ne sait pas combien d'espace est-ce que nous avons. Donc, maintenant, on peut le voir. Et le deuxième, c'est la performance avec le cache exposé. Donc, notre train l'exposé permis à Vim, avec du load balancing, donc côté réseau, avec du rebalancing des sauvegardes existantes. Et ça apporte aussi une fonctionnalité quand on veut scaler, quand en cluster, c'est pas suffisant et on veut créer un multi-cluster via la fonctionnalité de Vim qui s'appelle Scale Out Backup Repository. Donc, ça, c'est aussi le fonctionnement de ce SOS API qui nous permet à scaler jusqu'à 4 clusters avec 4 nœuds chaque sans dégradation de performance. Ça, c'est aussi la fonctionnalité SOS API. Donc, actuellement, on est le seul acteur sur le marché qui prend en charge le SOS API de Vim. Donc, actuellement, on est les seuls qui peuvent fournir ce type de communication entre serveur Vim et nos appliances. Donc, nous avons 3 tailles d'appliances, donc trois options actuellement. Donc, ici, on aura quelques changements l'année prochaine. Donc, l'appliance la plus petite que nous avons actuellement, c'est 64 Tera. La moyenne, c'est 128. Et la plus grande, c'est 192 Tera utiles. Donc, on peut tout mélanger dans le même cluster. Et donc, la performance est la même sur tout type d'appliance. La taille, c'est pareil en termes de forme facteur. Donc, c'est 2U. Nous avons la même taille de disque NVMe partout. Nous avons
le même CPU et le même RAM. Donc, c'est deux CPU Silver Intel 8 corps chaque, 270 Go de RAM, donc sur toutes les appliances. Et la perf, elle est pareille aussi sur toutes les appliances. Donc, ensuite, vous pouvez décider quel type d'appliance, quelle taille d'appliance vous préférez. Donc, la seule chose qui diffère, c'est la taille des disques. Ici, nous avons des disques de 8 Tera, ici de 16, ici de 24. Donc, pour faire un petit recap, pourquoi est-ce qu'on se considère d'être le meilleur stockage pour Vim? Donc, on est spécialement conçu pour Vim. Donc, déjà, partager les mêmes cofondateurs, ça aide beaucoup, bien sûr, parce que le produit, il était vraiment développé pour acquérir les sauvegardes Vim. Donc, c'est sécurisé par défaut, donc immuable et aussi. Immobilité, configuration en 15 minutes. Donc, jusqu'à 20 instant recovery, 20 instant recovery VM par nœud. Euh, voilà. Et donc, les performances pour écriture, c'est 1 gigaoctet par nœud, soit 8 gigabits par nœud. Donc, pour les slides, je vais vérifier ce que nous avons encore. Non, je pense que c'est tout. Donc, on peut. Philippe, tu peux maintenant reprendre la main, peut-être? Oui, on va pouvoir passer un petit peu sur la partie démo. Donc, merci beaucoup, Kira, en tout cas, pour la présentation. Donc, vous l'aurez compris, hein, stockage pour des sauvegardes dédiées exclusivement à Vim. Nous, ce qu'on aime beaucoup côté Monaco Digital, c'est effectivement la simplicité d'utilisation de la solution que je vais vous présenter, mais c'est surtout toute la partie sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous, sur l'ensemble de nos projets, on pense vraiment Secure by Design, de mettre en œuvre vraiment toutes les briques de sécurité nécessaires. Et c'est vrai que la solution aujourd'hui y répond parfaitement. Donc, effectivement, comme tu l'as mentionné, il y a un rapport qui est disponible, hein, il est public de la société NCC Group directement sur le site d'Object First si vous avez besoin. Et donc, on va passer un petit peu à la phase démo. Alors, moi, je ne vais pas pouvoir vous présenter aujourd'hui l'installation. Alors, je ne sais pas si Kira, tu avais vite fait une Je petite l'ai, oui, oui, vidéo. oui. Au cas, peut-être qu'on Je peut l'ai. la voir ensemble. Alors, ça, pour ceux qui font de Mhm. l'infrastructure, ça va peut-être vous faire rappeler une interface connue, notamment sur la partie ESX de chez VMware, qui est plutôt commune. Donc, en fait, hein, quand on démarre l'appliance pour la première fois, la première chose qu'on va devoir faire, c'est créer un cluster, même si vous avez seulement une seule appliance. Donc, on va lui donner un petit nom. Il va falloir lui communiquer une adresse IP de base pour atteindre ce cluster. Donc, on voit ici, hein, rien de bien compliqué pour jusque-là. On définit l'IP, le masque, la passerelle, les DNS. Et ensuite, on va configurer en fait les cartes réseau. Donc, en fait, on a besoin de 3 IP, donc généralement qui seront dans le VLAN de sauvegarde directement. Et c'est là où il y a un load balancing qui sera fait directement après au sein de Vim. Donc, Vim pointera directement sur l'IP du cluster et ensuite, il se débrouillera pour utiliser l'une ou l'autre carte réseau. On lui donne un nom à notre petite appliance. Puis 01 ici. Donc, il y a des petits checks qui vont être faits pour vérifier que tout se passe bien. Lors de la première initialisation, je crois qu'il y a même une connexion directement au sein des services Object First pour vérifier que la dernière version est à jour, ou sinon il faudra télécharger les packages. Voilà, checking for update. On définit cette fois-ci, oui, pardon, oui, j'avais un peu anticipé, on définit cette fois-ci le nom du cluster et l'IP de celui-ci. Donc c'est cette adresse-là qu'on utilisera au sein de Vim à chaque fois. On va devoir créer notre premier utilisateur, donc son nom est Object First, et ensuite vous définissez le mot de passe que vous voulez. Vous pourrez après à terme créer différents comptes utilisateurs directement sur l'interface web. Voilà en fait sur la phase d'initialisation, qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est tout.
Alors, il y a d'autres petites options qu'on ne va pas forcément passer en revue là maintenant, hein, mais sur l'interface, mais c'est notamment pour envoyer de la télémétrie service s'il y a besoin de remplacer un disque, avoir des petites infos sur le système, sur la partie licence, ou s'il y a besoin de remettre un nœud complètement à zéro, ou supprimer un nœud d'un cluster, ce genre de choses. Je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses qui ira de ton côté ou pas. Non, je pense que c'est un peu présent. Donc, l'enregistrement que est fait actuellement, donc c'est pour la version 1, ce n'est plus le cas. Donc, il y avait quelques options supplémentaires qui ont été rajoutées. Donc, je pense que c'est le reboot, shutdown, peut-être entre que deux, mais en gros, oui. En gros, c'est tout. Voilà, donc après, je vais reprendre moi le partage du coup pour vous présenter ça. Hop, que je me trompe pas, tac, 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 bien évidemment, j'ai pas mon... Comme je suis sur un seul écran, excusez-moi, juste le temps de retrouver mon petit. Hop, voilà. Normalement, vous devriez voir mon interface. Donc là, ici, j'avais juste repris le petit rapport de test de sécurité indépendant qui avait été effectué, effectivement, pour vous le présenter très rapidement, hein, où là, il y avait eu une vingtaine de risques qui avaient été remontés, voilà, 20 issues. Donc le statut, et aujourd'hui, donc il en reste une seule, comme le disait tout à l'heure Kira, sur la partie SSH où il n'y a pas de MFA, et avec un risque qui est très faible. Donc Object First, commence la première connexion. Donc, on a défini notre utilisateur. Je vais aller récupérer mon mot de passe. Et on arrive sur cette interface-là. Donc la première page, alors vous inquiétez pas, moi il y a des petits warnings parce qu'elle n'est pas. On a fait des petites modifications au sein de notre lab, donc j'ai pas forcément toutes les cartes réseau qui sont connectées. Et puis j'avais laissé certaines choses exprès pour avoir un petit peu de matière à vous présenter au niveau des alarmes, notamment sur la partie NTP, ce genre de choses. Donc la première page ici qu'on a, c'est un dashboard avec tout un tas d'indications sur l'espace disque occupé, s'il y a des alertes actives ou non, l'état du cluster. Donc là, on voit qu'on a un cluster avec un seul nœud, avec dedans donc, les 14 disques, et on a 4 cartes réseau. Donc j'en ai 3 qui sont en warning, et le nombre de buckets qu'on a qui ont configuré jusqu'à ce jour. Moi, j'en ai qu'un seul aujourd'hui. Tout un tas d'autres statistiques sur les performances, etc. On a la possibilité d'avoir aussi du monitoring, donc en temps réel si nécessaire. Donc là, je n'ai pas grand-chose qui se passe, parce que bien évidemment, elle n'est pas sollicitée, mais voilà, vous avez toute une page de monitoring détaillée sur le CPU, les calls API, etc., pour ceux que ça intéresse. Donc en live, en Days ou en Wix. Sur la partie cluster, on va retrouver des informations un petit peu plus détaillées par nœud. On a le détail vraiment de l'appliance, donc comment sont configurés les différents disques, les informations du système, la partie hardware, avec ses spécificités. Donc vous retrouvez ça, hein, c'est toute la partie technique, le numéro de série de l'appliance si nécessaire, etc. La configuration réseau, donc ici, normalement, on devrait avoir au moins 2 cartes réseau en 10 Go de connectés. Voilà, aujourd'hui, j'en ai plus qu'une seule. Et voilà, c'est directement ici. Show detail, pareil, on a des informations sur la partie réseau. Et ici, les disques, donc notamment pour si vous avez besoin d'identifier un disque qui serait défaillant, vous pouvez le faire clignoter. On retrouve vraiment la même chose que sur des serveurs traditionnels qu'on a aujourd'hui. La partie S3 bucket, c'est ici où nous allons configurer nos buckets S3. Donc on va le voir juste après. Sur la partie sécurité, c'est ici qu'on va créer nos utilisateurs et nos clés d'accès. Donc une clé d'accès, c'est utilisé notamment pour accéder au stockage objet, donc avec une access key, une private key. Donc on peut en recréer une ensemble, hein, vous allez voir, le principe est relativement rapide. On va avoir notre access key, notre secret access key ici. Bien évidemment, ça c'est à garder confidentiellement et bien évidemment,
Si vous fermez cette fenêtre-là, si vous n'avez pas récupéré la secret key, il faut en régénérer une nouvelle. Donc on peut en générer plusieurs, il n'y a pas de souci. Là, ça me l'a fait juste pour mon utilisateur root. On a différents utilisateurs que nous pouvons créer. Donc ici, on peut faire, je sais pas, on va l'appeler webinar. Tac. On peut lui mettre une description. Je suis très inspiré ce matin. Un mot de passe. Alors bien évidemment, vous avez vu, hein, il faut avoir un mot de passe qui soit assez fort. Donc, je vais prendre un petit truc de mon côté. Tac, tac. J'ai mis. J'ai pas pris le bon. J'ai copié je sais pas quoi. Voilà. Next. Donc le rôle de l'utilisateur, si c'est simple administrateur ou pas. Et ensuite, un petit récap. Et j'ai besoin d'un mot de passe admin pour la création de cette action. Donc là, ici, j'ai mon compte Object First. Hop, mon compte, il est créé. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. On a une vue événement où vous allez avoir tous les dernières alertes qui ont été remontées et toutes les actions qui ont été faites au sein de notre portail web sont loguées. Donc ici, vous voyez, on a l'action, donc comme quoi j'ai créé à l'instant mon utilisateur webinar ou mon access key juste avant. Donc, tout est tracé, logué. Je n'ai pas parlé forcément de la partie settings, mais je vais le faire maintenant avant de passer sur vraiment la création du bucket S3 et l'intégration avec Vim. Donc ici, dans la partie settings, vous allez pouvoir remodifier la configuration réseau si nécessaire. Vous allez retrouver l'adresse du service point, qui va être l'adresse du cluster. La partie sécurité, l'activation du 2FA qui est fortement conseillé. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore appliqué, mais ça se passe ici. L'intégration d'un certificat SSL si besoin. L'activation du SSH si nécessaire. Par défaut, c'est désactivé. Il y a possibilité de faire du whitelisting. La configuration NTP. La configuration par mail de notification spécifique. La mise à jour, donc il y a possibilité de faire de l'upload du bundle de mise à jour si besoin. Toute la partie maintenance, donc pour du reboot ou du shutdown. La génération des bundles de support pour ça s'il y a besoin d'ouvrir un ticket. Et possibilité de modifier également la unit policy. J'arrive pas à retrouver le terme français maintenant. L'unité de mesure, soit en TIB, soit en TB. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie configuration de l'appliance qui reste relativement simple et intuitive. Donc l'intégration aujourd'hui, donc pour notre bucket, aujourd'hui ici, on voit que j'ai déjà un bucket existant sur mon lab, mais je vais en créer un nouveau. Comment ça se passe? Tout simplement, on va créer un bucket, on va lui donner un nom. Hop, would be webinar. Et par défaut, comme le précisait tout à l'heure Kira, on active l'immuabilité dessus. C'est ce qu'on va venir rechercher, hein, bien évidemment, c'est de protéger ses sauvegardes. Donc on va laisser par défaut généralement cette coche activée. Pour des tests ou pour de la démo et pour pouvoir effacer les données rapidement, vous pourriez très bien venir le décocher. On va créer mon petit bucket. On va prendre quelques petites secondes. Voilà. Mon bucket est prêt. Je peux essayer de le supprimer. Ça va fonctionner. Pourquoi? Tout simplement parce que dedans, je n'ai pas de données spécifiques et on a du versionning. Normalement, si je refais reviens là, toi. Voilà, on va le remettre ici. Et je vais me connecter sur un Vim pour pouvoir l'exploiter. Donc ici, on va retrouver notre lab.
Faites pas attention à un petit peu tout ce qui a été déjà préconfiguré, configuré. Hein, comme le nom l'indique, on a du lab. Donc aujourd'hui, j'ai déjà un repository Object First présent. On le reconnaît comment? Bah, tout simplement parce qu'on va avoir ce petit icône ici, un petit saut bleu. Pourquoi ce saut bleu? Bah, tout simplement parce que comme on l'a expliqué Kira, on utilise le protocole SOS API. Donc ce protocole, comme on le disait, va vous permettre d'avoir notamment l'espace de stockage utilisé côté bucket, qu'on n'a pas forcément sur un autre stockage objet, comme ici par exemple. On voit que ce qu'on utilise, mais on n'a pas la capacité et l'espace libre. Je vais rajouter mon repository. Donc comment ça se passe? Tout simplement, Object Storage, si on peut bouger, S3 compatible. S3 compatible. On va lui donner un nom, would-be-webinar. Vous pouvez mettre une description si besoin, limiter le nombre de tasks en parallèle. Et ici, je vais lui mettre mon service point. Donc ça, c'est l'adresse IP que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'était chez moi, je vais tricher, je vais la reprendre là, 172 16 3 40. La région ici n'est pas nécessaire, ça c'est plus utilisé quand on utilise du service S3 Cloud, mais ici on peut mettre Monaco par exemple. Et ici on va préciser notre access key, notre secret key. J'aurais pu récupérer, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, la clé que je venais juste de régénérer, ou bien utiliser une clé existante en espérant que j'ai fait ça bien. Je ne l'ai pas identifié, bravo Philippe. On va revenir là. On a dit que ça finissait par B4P ou B4P. Je ne sais pas, donc c'était celle d'avant, perdu. 7PD, 7PD qui était ici. Le mode de connexion, on va être en direct. J'ai pas forcément de certificat, mais voilà, on retrouve bien notre cluster Would-be ici. Continuer. Browse. Et ici, je vais retrouver mes deux buckets qui sont présentes sur mon Object First. Donc, on va prendre le nouveau qui a été créé. On va lui créer tout simplement un folder. Demo Vim. OK. Et on va venir préciser qu'on veut appliquer de l'immuabilité pour une certaine période. Bien évidemment, plus vous mettez long, plus vos données sont protégées dans le temps. Donc là, on va mettre 7 jours. La suite, c'est de la configuration Vim traditionnelle. Hein. On va lui préciser notre nom de serveur qui pourrait être utilisé pour de l'instant de VM Recovery, pour de la restauration. On a juste à faire du suivant, suivant, suivant. Et on retrouve notre repository disponible en tant que stockage pour nos sauvegardes Vim. Donc ce stockage peut être utilisé soit pour des jobs de backup directement, soit pour des jobs de backup copy. Les deux sont faisables. Le Would-be peut être placé en stockage primaire des sauvegardes comme en stockage secondaire. Là-dessus, il n'y a pas de règle spécifique, c'est vraiment au choix. Vous pouvez très bien avoir une première Would-be pour du stockage primaire et une seconde sur un site distant pour vos backup copies. Donc là, on va créer un petit job très rapidement. Hein. Backup-test-webinar. Je vais prendre une machine dans mon lab. Je vais passer par là parce que je ne les connais pas tous. Il y en a beaucoup. Template. IT. Est-ce que j'ai un truc infra? On va peut-être prendre là-dedans, IT système. J'ai pas forcément accès à tout, excusez-moi. Je vais juste reprendre là. J'ai quoi comme machine? Grafana. Voilà, ça ira très bien. C'est une petite machine.
Ici, on retrouve la configuration. Donc, bien prendre le bon repository. La rétention policy qu'on veut appliquer à notre job. Donc, bien évidemment, on ne va pas mettre quelque chose d'inférieur à la partie immuabilité qu'on a configurée avant, sinon les fichiers seront protégés pour le temps de l'immuabilité. Donc là, on va se mettre sur quelque chose à ISO. Donc, on va mettre 7 jours. On va laisser les paramètres Vim par défaut. Il n'y a pas de spécificité. Ici, on reste sur des blocs d'un méga en optimal. Le but, c'est pas forcément de voir tous les paramétrages Vim. Hop, ici, on va rien faire non plus. On ne schedule pas et on va lancer le job immédiatement. Mon job va se lancer. Donc là, l'avantage aussi d'une Object First, c'est qu'elle peut être utilisée à la fois par Vim Backup et Réplication, mais aussi avec Vim for Microsoft 365. Aujourd'hui, Vim met énormément en avant l'utilisation du stockage objet pour la sauvegarde de vos données 365 parce que on peut faire du backup sur du disque traditionnel avec Vim. Sauf que ça nécessite plus de ressources, notamment côté stockage, et on ne peut pas utiliser des fonctionnalités avancées comme de l'immuabilité, tout simplement, avec du stockage disque traditionnel. Alors qu'avec du stockage S3, on peut sauvegarder des données M365 en local, les protéger avec de l'immuabilité et mutualiser ce même stockage pour faire la protection de vos VM. C'est aussi une des forces de l'outil, c'est qu'on va pouvoir vraiment utiliser ce stockage pour toutes les backups Vim. Il n'est pas exclusif, il n'est pas dédié qu'à l'un ou qu'à l'autre. Alors j'espère qu'on ne va pas avoir l'effet démo où ça bug. Non, ça va normalement. Ça devrait avancer parce que je sais qu'ils sont en train de faire un petit peu des travaux sur notre lab en ce moment, mais j'ai mon job hier qui a tourné, ouais, donc ça va. On va le laisser le temps qu'il démarre. Juste pour pas, parce que je vois que l'heure elle tourne et je voudrais pas vous retenir trop longtemps. Donc ici j'ai un autre job sur une Object First, sur notre Object First qui avait tourné hier soir avec nos VM. Donc ici, tout simplement, on va retrouver les détails normalement. S3 Protocol Extension is supported. Donc ça c'est le protocole SOS API qui est utilisé. Ici, on ne retrouve pas la même IP que j'ai mis tout à l'heure, la .40. Donc, ça, c'est là où justement on va avoir ce load balancing qui va être fait sur nos différentes cartes réseau. C'est Vim qui gère ça automatiquement. Donc là, moi, j'en ai qu'une de connectée. Et si on en a, j'avais mes deux cartes, un coup, on verrait 40, 41 ou 42. Là, normalement, je dois avoir que du 42 de partout. Voilà. Et si je veux, donc au sein de Vim, hop, tac, 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 disque. Non, c'est pas là. Object Storage, c'est mieux. Donc, maintenant, Vim a vraiment décorrélé, suivant le type de support qui est utilisé pour ces sauvegardes, vous le retrouvez dans Object Storage. Mes backups sont ici. Imaginons que je veux supprimer mes backups AD. Delete from disk, yes. Pas très rapidement là. Voilà. On a, voilà, ici, comme quoi mes backups sont bien protégés par l'immuabilité là jusqu'au 7 décembre. Alors, je ne sais plus sur ce bucket là combien j'avais mis. Normalement, j'avais mis 7 jours, je crois aussi. Donc, on s'en rapproche. Si je regarde mon job, est-ce qu'il a démarré? Pas encore, c'est étonnant. Ah si, voilà, ça démarre tout doucement. Hop. Désolé là,
La résolution sur mon écran n'est pas faux folle, mais voilà, ça va démarrer gentiment. Et on va backuper sur notre nouveau repo. Donc vous l'aurez compris, hein, voilà. Une fois qu'on a configuré l'appliance, vous allez créer vos différents buckets pour vos différents cas d'usage. On aura tendance peut-être à créer qu'un seul bucket si vous avez un petit environnement et peut-être créer X buckets pour avoir X repository par rapport à votre job de sauvegarde pour vraiment cibler des rétentions plus ou moins hautes sur la partie muabilité. Si vous avez des VM que vous avez très critiques et que vous avez besoin de conserver et de protéger plus longtemps que d'autres. Donc voilà, ça se passe comme ça. Normalement, vous n'allez pas avoir à venir vous reconnecter très régulièrement sur cette interface-là, parce qu'une fois que la configuration est faite, vous n'allez pas y revenir. Donc sur la partie monitoring, là, normalement, voilà, on voit l'activité en temps réel de ce qui se passe, avec le nombre de quêtes, de puts, la vitesse utilisée pendant notre backup. Voilà un petit peu comment ça se présente. Je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas si on en avait des questions. Si, je vois qu'il y a une petite question là. Je vois qu'il y a eu des réponses en plus déjà. Parfait. Kira gère ça parfaitement. Je ne sais pas si toi, Kira, tu voulais rajouter quelque chose sur la presse en particulier. Non, pas énormément. Je pense que tout a été bon. Et j'étais aussi un peu occupée de répondre aux Oui, questions. je viens de voir ça. Ouais, effectivement. Moi, j'étais concentré sur la Oui, démo. je pense que c'est bon. Parfait. Bah, tu as répondu à ma place. Tac, tac, tac. Oui, effectivement, ouais, en type cluster, si tu perds un des nœuds, bah, effectivement, tu vas perdre une partie des données. Il faudra que tu repartes sur une sauvegarde full parce qu'il n'y a pas d'erasure coding, comme le précisait Kira. Oui, oui. Euh, Comment se passe la mise à jour d'un cluster? Est-ce que les données sont disponibles durant la mise à jour? Non, du coup, oui, effectivement. Ah bah oui, de toute façon, tu as répondu à tout. Donc, Oui, il n'y a oui, rien tout à. Ouais, est, t'as tout bien géré, parfait. oui, tout est Euh, bien. donc, Je peux effectivement, alors, Je je pourrais juste trouve. peut-être aussi verbaliser le côté Origin Coding parce qu'il y avait pas mal de questions sur la redondance des nœuds dans un cluster. Donc non, c'est le choix qui a été fait. Donc de notre côté, on n'utilise que du RAID 6 au niveau nœud. Donc on ne vous offre pas de la sécurité au niveau de cluster parce que donc c'est un des points 3.2.1 qu'on court. Il faut avoir une copie supplémentaire. Donc Origin Coding, ça va occuper plus d'espace. Il faut augmenter la taille des blocs pour le sauvegarde qui va aussi doubler la taille d'espace occupé pour les sauvegardes. Donc, c'est la solution qui a été prise. Et aussi, Erasure Coding, ça affecte énormément la performance sur des stockages d'objets. Donc, déjà, si on compare les stockages bloc, fichier, objet, il est déjà le plus lent. Et il a de métadonnées sur chaque objet. La taille d'objet, donc ça dépend. Pour nous, c'est 1 méga par défaut. Après la compression, donc c'est 512 KO. Euh, voilà, donc ce sont des tout petits objets. Il y a beaucoup de metadata. Avec du coding, ça peut poser de problème. Donc, pas de coding pour nous. Si on perd le nœud, on sait exactement lesquels sauvegardes sont affectés à cause du SOS API. Donc, on va toujours placer les mêmes sauvegardes sur le même sauvegarde. Le sauvegarde d'une VM ou d'un serveur physique qu'on partage NAS, c'est la fonctionnalité qui s'appelle Smart Entity, donc de côté BIM, c'est Smart Entity. C'est pour ça que nous avons ce load balancing côté nœud et côté cluster. Donc, on le balance par VM, par serveur physique, par serveur NAS, par partage NAS, excusez-moi. Voilà, on saura exactement lesquelles sauvegardes ne seront pas présentes. Donc, on pourra perdre le nœud dans le cas s'il est en souci côté RAID, contre le RAID, ou soit si il y a 2, 3 ou plus disques qui tombent en échec en même temps. Donc, c'est assez peu probable. Côté contrôleur, c'est possible, mais on saura lesquels sauvegardes sont affectés. Et donc, 3 de 1, avoir une autre copie ailleurs, Tout à fait. il faut l'avoir. Oui, voilà, ça c'est de toute façon nous on le préconise à chaque fois d'avoir toujours plusieurs jeux de sauvegarde. Aujourd'hui, on n'est jamais à l'abri. Il peut y avoir un désastre autre qu'une attaque, une cyberattaque. Ça peut arriver, une salle qui prend feu ou inondée, ça s'est déjà vu malheureusement. Donc c'est vrai que faut toujours avoir une copie quelque part.
J'ai mon CTO qui me fait la pub du BAS Ultimate qui est porté par Monaco Digital, effectivement, qui est une offre de service provider. Donc, il y a eu un webinar qui a été effectué, je crois, le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises. Que vous pouvez retrouver aussi en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc, ce webinar a été aussi enregistré, donc vous pouvez retrouver l'ensemble des éléments. Je ne crois pas avoir vu d'autres questions. Hop, tac, tac, tac. Je ne sais pas si tout le monde les avait vues, mais je vais les reprendre rapidement. Donc, il y avait Frédéric qui demandait si on avait moyen d'envoyer les logs vers un syslog. Ça va arriver dans la prochaine version. Est-ce qu'on a possibilité de faire des calls API? C'est prévu, mais pas de date. Nous pourrons recevoir le replay par mail. Je pense que oui, ça sera plutôt mon service marketing. Mais comme vous vous êtes inscrit, effectivement, on aura vos adresses mail, on pourra vous renvoyer tout ça. Bien évidemment, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez nous contacter. On nous fera un plaisir d'y répondre. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous êtes intéressé, si vous allez avoir un petit peu, même une démo un petit peu plus en one-to-one, on peut s'organiser ça. Nous, comme je vous ai dit, au sein de Monaco Digital, on a la chance d'avoir une Object First à disposition pour faire différents tests. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on avait encore 5-10 minutes jusqu'à la fin du webinaire. On avait gardé un petit peu de marge. Si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de revoir certains points, à l'instant, Frédéric, quand un des nœuds est saturé, est-ce que la donnée est transférée automatiquement sur un autre nœud? Oui, je suis en train de répondre, donc tu peux lire si tu veux. Alors bah voilà, j'ai ta réponse qui vient d'apparaître. Effectivement, oui. Lors l'ajout d'un nouveau nœud avec Vim, on transfère les données vers le nouveau pour avoir la même quantité d'espace libre. Donc là-dessus, c'est scalable. Mais si on n'a pas d'autres questions, j'ai Margot qui vient de vous répondre. Donc effectivement, vous aurez très prochainement la présentation du replay mise à disposition. Et puis, si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Donc, je remercie encore une fois toute l'équipe Object First ici présente. J'étais peut-être un peu vite. Non, c'était juste merci pour la présentation. Belle journée. Merci beaucoup, Maud, également. Oui, donc un grand merci aux équipes Object First pour votre présence et votre accompagnement. Kira, Nikou et Jean-Vic. Je crois que Jean-Victor avait dû partir entre-temps. Mais merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, du coup un bon appétit parce qu'il est l'heure d'aller déjeuner. Et puis encore une fois, n'hésitez pas si vous avez quelques questions ou besoin d'informations complémentaires à nous envoyer un petit mail, on se fera un plaisir d'y répondre.